Mesdames et messieurs les journalistes, vous voyez donc qu'au-delà des débats actuels qui font en réalité diversion, parce que la question qui se pose aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est pas une question de xénophobie ou de haine de l'étranger. La question qui se pose en Côte d'Ivoire, c'est précisément la gouvernance de M. Alassane Ouattara, qui est une gouvernance kleptomanique et contre les intérêts fondamentaux de notre pays. C'est pour cela que nous avons tenu à recentrer le débat. Vous le savez tous, la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. La Côte d'Ivoire est un pays accueillant. Et sans vanter notre pays, je pense qu'il est difficile de trouver en Afrique un pays aussi accueillant et aussi hospitalier vis-à-vis de nos frères étrangers. Donc aujourd'hui, le débat ne se situe pas à ce niveau. Le débat se situe de savoir si les Ivoiriens peuvent vivre dans leur propre pays de manière démocratique en défendant leurs intérêts, bien sûr, aux côtés de leurs frères étrangers. Le débat se situe au niveau de savoir comment le pays est géré par un petit clan. On vous en a fait la démonstration tout à l'heure, en foulant au pied les intérêts nationaux fondamentaux. À l'issue de cette lecture, nous allons donner la parole aux journalistes. Il faut leur distribuer le texte, si ce n'est pas fait. Et vous allez gérer donc le passage de la parole aux journalistes, de poser les questions qu'ils souhaitent poser. Alors moi c'est Parfezio de la synthèse.net. Bon, hier nous étions au siège du BDCI RDA. Le professeur Papa Maurice était encore là-bas aux côtés de Kabou Kikawié et autres. Bon, à part toutes ces déclarations dans de beaux locaux, quelles sont les actions concrètes que vous comptez faire pour qu'effectivement les Ivoiriens, les filles et fils de la nation dont vous avez parlé tout à l'heure puissent se mettre en branle pour changer les choses? Moi, c'est Alex Yao, PDC 24. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un sursaut national. Ne craignez-vous pas une répression de la part de ceux qui sont en face? Ansel Kona, Ovaja Média. Je voulais savoir, est-ce que c'est la dernière conférence de presse? C'est-à-dire, après cette conférence-là, est-ce que tout changera? Cette conférence de presse. Merci. Bonjour monsieur, je suis Djabel de la Voix Originale. Nous sommes à 17 mois des élections. Le plus souvent, la question des étrangers est toujours présentée comme une question électorale. Alors, est-ce que cette question va se limiter seulement aux élections, ou un jour les fils de Côte d'Ivoire vont s'asseoir avec les étrangers et traiter réellement ce problème? C'est ma première question. Alors, vous avez parlé d'union. Le plus souvent, ce qu'on constate, c'est que quand les élections arrivent, vous partez tous en disperser. Est-ce que l'opposition va cette fois s'unir et nous sortir quelqu'un, une alternative à la? Merci. Eugène Kouadio de la CTV. Tout à l'heure,
votre conférence, vous avez évoqué l'humiliante scène qui s'est produite à Rabat au Maroc. Alors, nous savons tous que l'APF effectue en ce moment même une mission en Côte d'Ivoire relative à l'organisation de la prochaine assemblée annuelle. Là-dessus, la section locale a déjà donné sa position. Quelle est la position des partis de l'opposition? Estimez-vous que la Côte d'Ivoire peut accueillir l'organisation de cette assemblée annuelle ou bien vous rejoignez la session légalement reconnue au plan national? Je vous remercie. Dans l'exposé qui vous a été fait, nous avons parlé des libertés démocratiques et de la répression. Pour vous donner un exemple, et j'en profite pour nous excuser de la délocalisation de cette conférence de presse. Cette conférence de presse était prévue initialement à l'immeuble Carbone des architectes. La salle a été obtenue et déjà payée. Et hier, nous avons reçu un appel téléphonique de cette institution pour nous dire qu'à la suite de pression du pouvoir, ils ne peuvent plus nous prêter leur salle. Ça vous montre la question des libertés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous avons été donc obligés de nous rabattre sur ce lieu où nous sommes aujourd'hui. Et tout à l'heure, lorsque le comité d'organisation est arrivé, les membres de la police étaient là pour savoir si on avait une autorisation. Bon, je pense que après discussion avec leur hiérarchie, ils sont partis. Je tenais à vous donner ces informations pour prouver de façon claire tout ce que nous disions tout à l'heure. Et tout en nous excusant du désagrément que la délocalisation a pu nous faire. Alors, au niveau des questions, je vais commencer par la question de l'APF. Nous avons fait allusion aux conditions d'élection frauduleuse du président actuel de l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez, nous en avons parlé hier, déjà, lors du vote de la Constitution en 2016, le gouvernement a modifié la loi électorale pour imposer 2 bulletins, alors que depuis 2000, tous les scrutins adoptent le bulletin unique. Et vous savez d'ailleurs que l'obtention de ce bulletin unique a été l'objet d'une lutte intense que nous avons eu à mener. Il y avait un consensus là-dessus. Eh bien, la même chose a été répétée pour l'élection de l'actuel président de l'Assemblée nationale. Il n'est donc pas étonnant que le régime continue dans la même voie, puisque nous nous sommes informés et on nous a dit que l'actuel président de l'Assemblée nationale a pris un arrêt pour changer l'équipe qui était déjà en place. Ce qui est impossible. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe actuelle dont vous parlez n'a aucune légitimité pour recevoir la délégation qui est venue en Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il appartient aux députés, en tout cas ceux qui représentent l'opposition à l'Assemblée nationale, de prendre leurs responsabilités et de dire la vérité à la délégation qui est venue. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le gouvernement continue dans la fraude. C'est de ça qu'il s'agit. Évidemment, lorsque c'est entre nous, aujourd'hui on se rend compte que jusqu'à Rabat, notre pays a été humilié et l'opinion internationale a pu se rendre compte de l'état de la démocratie et des libertés en Côte d'Ivoire
en plus de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union africaine qui a mis en cause toutes les élections qui sont passées en Côte d'Ivoire, comme nous venons de vous le dire. Donc nous sommes solidaires de ce combat qui concerne l'Assemblée nationale. Nous avons d'ailleurs indiqué tout à l'heure qu'elle est transformée aujourd'hui en une chambre d'enregistrement. Mais ça fait partie du combat commun que nous devons mener pour mettre ce pouvoir hors d'état de nuire. Et là-dessus, j'en viens maintenant aux questions que vous avez posées. Alors, vous nous dites, on parle de sursaut national, l'opposition peut-elle s'unir? Bon, ça, est-ce que c'est la dernière conférence de presse? Mais une conférence de presse, nous faisons la conférence de presse pour donner des informations par rapport au sujet actuel, au débat actuel. Donc, demain, si nécessaire, nous ferons une conférence de presse. Nous sommes dans la vie politique. Je vous entends dire les élections de 2020, les élections de 2020. Mais c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez envisager de faire des élections en Côte d'Ivoire sans que les problèmes dont nous venons de parler soient résolus? Ce n'est pas possible. C'est impréalable. Vous vous êtes rendu compte que même les élections municipales qui ont été organisées, vous vous êtes rendu compte des conditions frauduleuses dans lesquelles ces élections ont été organisées. La constitution dont on parle, celle de la 3e République d'Alassane Ouattara, vous savez bien que moins de 10% des Ivoiriens ont pu voter. Et parmi ces moins de 10%, il n'est même pas établi que la majorité a voté oui à cette constitution. Vous avez vu dans quelles conditions M. Alassane Ouattara met en place un Sénat dont il désigne des membres. Comment vous pouvez concevoir? Parce que le Sénat, c'est la 2e chambre du Parlement. Comment vous pouvez avoir dans un Parlement des gens de statuts différents? Des gens qui ont été élus et d'autres qui ont été nommés. Et demain, lorsque la question de l'immunité parlementaire va se poser, qu'en sera-t-il de ceux qui ont été nommés par M. Alassane Ouattara? Et tout ça est fait dans le cadre d'un clientélisme. Et c'est ce que nous venons de vous démontrer. Alors la question que vous nous posez, parce que vous posez clairement la question du changement, la question du changement se pose aujourd'hui à tous les Ivoiriens. Vous êtes des journalistes, mais vous êtes aussi des citoyens. Nous faisons notre travail politique. Nous devons sensibiliser les Ivoiriens. En tant que parti politique, c'est ce que nous faisons. C'est pour ça que nous appelons à l'union. Parce que ce changement-là, pour que la Côte d'Ivoire devienne un pays démocratique, c'est ensemble que nous le ferons. D'autres pays nous donnent aujourd'hui l'exemple. Le peuple se mobilise. Mais quand le peuple se mobilise, il gagne toujours. C'est très clair. Et donc je m'adresse aussi à vous. Nous n'avons pas la baguette magique. Notre rôle, c'est de sensibiliser et d'unir les peuples ivoiriens. Et nous allons continuer ce travail. Le débat sur les élections de 2020 est aujourd'hui inopportun. Parce qu'il faut créer les conditions de ces élections. Et vous voyez qu'aujourd'hui, M. Alassane Ouattara, tout ce qu'il fait, c'est de mettre à sa dévotion les institutions qui sont là. C'est ce qu'il veut faire avec la prochaine élection, avec la prochaine commission électorale. Ce que nous avons refusé, ça a été l'objet de notre rencontre d'hier, que je ne vais pas reprendre ici. Il s'agit de différents fronts de combat, mais tous ces combats doivent se réunir. C'est pour ça qu'en vous faisant le point, nous ne sommes pas arrêtés à la question de l'orpaillage, à la question des cartes d'identité. Nous avons balayé l'ensemble de la gouvernance d'Alassane Ouattara, parce que c'est de cela qu'il s'agit.
Pourquoi M. Alassane Ouattara veut avoir une élection, une commission électorale à sa dévotion? Mais c'est pour confisquer le pouvoir. Mais confisquer le pouvoir pour faire quoi? Pour poursuivre ce qu'il est en train de faire. Parce que l'État de Côte d'Ivoire est en voie de privatisation. Ce que les gens ont appelé en Afrique du Sud la capture de l'État, nous assistons à une privatisation de l'État de Côte d'Ivoire. Lorsque vous avez des sociétés comme Snedaï, qui sont des coquilles vides, à qui on donne tous les marchés dans tous les secteurs, prenez la question des passeports. Mais la question des passeports touche à la question de la sécurité nationale. On ne peut pas donner cette question à une entreprise comme ça. C'est pour ça qu'on vous l'a cité. Et lorsqu'aujourd'hui, vous devez obtenir des visas à l'extérieur, il faut payer sur le compte de Snedaï, qui est une société privée. On vous a cité le cas de Port Sécurité. On vous a cité le cas de Webfontaine. Autant d'entreprises du clan familial, mais qui font main basse sur les secteurs stratégiques qui sont au cœur de l'État de Côte d'Ivoire. Et vous comprenez donc que c'est dans le cadre de cette patrimonialisation du pouvoir que le pouvoir veut rester. Parce qu'il faut qu'il le conserve. C'est de là qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On vient d'assister récemment à la nomination de la nièce du président de la République comme directrice générale adjointe d'une société Gestocide. Voilà de quoi il s'agit. Mais pour que le peuple se mobilise, il faut que les politiques et vous les journalistes aussi, vous puissiez éclairer le peuple. Et c'est ce travail que nous faisons aujourd'hui, en apportant les informations et en vous indiquant les tenants et les aboutissants. Parce qu'en réalité, tout se tient. C'est parce que le régime veut nous détourner de notre lutte pour le changement en Côte d'Ivoire qu'il invente et il accuse Bédié de façon grossière et mensongère. Et il était important pour nous, aujourd'hui, de démontrer que tout ça n'est que mensonge et que cela est fait dans un but de diversion pour nous détourner de la lutte sur tous les éléments dont je viens de vous parler. Voilà, alors vous parlez de l'union de l'opposition. Vous nous voyez ensemble. C'est pas l'union, ça? Avant de s'unir pour présenter un candidat, il faut d'abord s'unir pour créer les conditions des élections. À la suite de ça, il nous sera beaucoup plus facile de nous unir. La question, ce n'est pas la question du candidat qui se pose aujourd'hui. C'est la question des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. C'est la question de la gestion de la Côte d'Ivoire sur le plan de la démocratie, sur le plan de la richesse, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation. On vous a cité tout à l'heure l'éducation et la santé, mais on n'est pas allé en profondeur. Vous savez comment l'école a reculé dans notre pays, comment les enseignants sont bafoués, comment le mérite est aujourd'hui au calendrier grec, comment les faux diplômes pullulent. Et donc la question de l'école, ce qui va se poser demain, c'est de savoir comment la Côte d'Ivoire va avoir des ressources humaines de qualité. C'est ça qui va se poser. Mais ce régime n'en a cure. Nous avons parlé du problème de la santé. Vous voyez nos hôpitaux. Aujourd'hui, ils sont quasiment transformés en mouroirs. C'est de cela qu'il s'agit. En dépit des milliards qu'ils disent avoir investis. Où sont partis ces milliards? On nous parle d'une assurance maladie universelle, qui est une escroquerie nationale. Parce qu'il n'y a pas d'offre de soins adéquate. Et vous allez faire une assurance maladie pourquoi? Puisque vous ne pouvez même pas soigner les gens. Les personnels sont démotivés. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce débat que nous devons mener en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le débat pour aller accuser Bédié d'avoir dit ceci ou d'avoir dit cela. Et
moi je vous prends tous à témoin, vous aussi les journalistes, parce que vous avez votre part dans ce combat. Voilà donc les réponses que je voulais apporter. Je suis Tchébiché des Sentinelles de Info. Les préoccupations sont les suivantes. 1. La résidence du président Béquier a été le théâtre d'une scène, je dirais insolite, mais effroyable. Le versement d'un liquide qui ressemblait à du sang. Bon, je ne sais pas le contenu, donc je peux affirmer pour le moment que c'est du sang. Donc, je disais que, est-ce que le silence du procureur de la République ne vous fait pas peur, ne vous intrigue pas? N'est-ce pas un précédent fâcheux si on venait à se faire sur ces gens de scène? Ma deuxième préoccupation, c'est l'inertie observée au niveau des débats autour de la réforme de la CEI. L'Union européenne, ça ne mieux. Au niveau de l'opposition, sûrement ça vous inquiète. Comment comptez-vous peser sur le cours des choses? Troisième préoccupation, tout à l'heure, vous avez parlé de gouvernance kleptomanique. La kleptomanie étant le désir incontrôlé de voler quelque chose, de piquer quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Essayez de détailler un peu. Merci. Vous avez l'organe de presse. Et je n'ai pas dit la CTV. Ok. On remarque que les conférences qui permettent de toucher l'actualité se tiennent beaucoup à Abidjan. Nous avons un taux considérable d'analphabètes en Côte d'Ivoire. Là-dessus, quelles sont les dispositions que prend l'opposition ivoirienne pour parler à nos parents qui sont dans les campements et les villages? Parce que nous sommes à Abidjan et nous sommes tout d'abord que peu comprennent l'actualité via la presse ou les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Merci. Les questions sur l'unité, je pense que vous avez quasiment répondu. Le silence du procureur, je pense que nous avons dénoncé les libertés et on vous a expliqué comment les institutions sont aux ordres. Vous avez parlé du silence du procureur. Le silence du procureur, le procureur ne fera rien, puisque nous avons dit que c'est un régime autocratique. Les magistrats ont dénoncé. Nous avons vécu ici un député qui a été arrêté, qui a été condamné, malgré son immunité parlementaire. Mais tout ça, ça nous ramène à la lutte pour changer la situation. C'est de ça qu'il s'agit. Et tous ces exemples que vous donnez, ce sont des exemples de répression. Il y a quelqu'un qui disait ici tout à l'heure, comment vous allez faire? Est-ce que vous n'avez pas peur, etc. Les luttes ont commencé en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Le peuple est très fort quand il est uni et qu'il est conscient. Donc le problème ne se pose pas par rapport à ça. Je ne vois pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment? Comment faire changer la CEI? Vous savez, aujourd'hui, l'opposition est regroupée pour proposer une CEI qui soit effectivement réformée. Je ne vais pas refaire la conférence de presse que nous avons faite hier. Le gouvernement essaie de passer en force. Nous nous sommes réunis et l'essentiel des partis de l'opposition et de la société civile veut aller dans le même sens que nous. Et nous continuons ce combat pour une CEI effectivement réformée. Et nous nous opposons au passage en force du gouvernement. Et c'est ce que nous faisons, et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'information, c'est la sensibilisation. Nous sommes réunis, et je peux même vous dire que dans les jours qui viennent, nous avons une grande réunion avec la société civile. Voilà, c'est le combat que nous continuons.